Lors d'un dîner de famille, j'ai accidentellement bousculé le père de mon mari. Ce qui a suivi a été un cauchemar. Il m'a giflé brutalement devant tout le monde et a hurlé « Comment oses-tu me toucher, espèce de souillon ? Nettoie mon pantalon et sors d'ici. » Mais le pire, la trahison la plus profonde, est venue de mon propre mari. À ma grande surprise, il a dit « Présente-lui tes excuses ou dégage. » J'ai quitté le dîner ce soir-là, le cœur en miettes, mais la tête haute. Ce qu'ils ignoraient, c'est que quand ils rentreraient dans notre maison, la serrure aurait été changée, et que ce n'était que le début de leur cauchemar. Avant de plonger dans les détails de cette soirée qui a tout changé, j'aimerais prendre une seconde pour vous remercier d'être là. Ces histoires sont difficiles à raconter, et votre soutien signifie beaucoup pour moi. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous m'écoutez, et quelle heure il est chez vous en ce moment. Savoir que nous partageons ce moment ensemble, malgré la distance, me donne de la force. Maintenant, revenons à ce fameux dîner. Le domaine viticole des Delacroix, la famille de mon mari, était magnifique, surtout en automne. Les vignes s'étendaient à perte de vue, baignées d'une lumière dorée. Mais pour moi, Isabelle, cette beauté avait toujours un goût amer. Depuis 25 ans que j'étais mariée à Antoine, je n'avais jamais vraiment fait partie de ce monde. J'étais la pièce rapportée, la fille d'ouvrier de Lyon qui avait eu la chance d'épouser l'héritier. Eux, c'étaient les Delacroix, un nom synonyme de pouvoir et de richesse dans le Beaujolais. Moi, j'étais juste Isabelle, la consultante en informatique dont ils ne comprenaient pas le métier, mais dont ils exploitaient volontiers les compétences. C'est moi, et moi seule, qui avais modernisé tout leur système de gestion, de la comptabilité au site de vente en ligne. Sans moi, leur entreprise serait encore à l'âge de pierre. Mais la gratitude n'a jamais fait partie de leur vocabulaire. Le respect non plus. Ce soir-là, l'air était particulièrement tendu. Bernard, mon beau-père, le patriarche impitoyable, avait invité un important distributeur suisse. C'était un dîner crucial pour un nouveau contrat d'exportation. Assise à cette immense table en chêne massif, je me sentais comme une souris dans une cage de lion. Hélène, ma belle-mère, me lançait des regards assassins à chaque fois que je prenais la parole, et Antoine, mon mari, semblait plus intéressé par le fond de son verre que par ma présence. Le malaise a atteint son paroxysme lorsque le distributeur suisse, un homme charmant du nom de Monsieur Schmitt, m'a posé une question sur le nouveau site internet. Madame Delacroix, j'ai été très impressionnée par la fluidité de votre plateforme de commande en ligne. C'est un travail remarquable. Avant que je puisse ouvrir la bouche pour le remercier, Bernard a pris la parole, un sourire carnassier aux lèvres. Oh, ça ? C'est juste un petit bricolage de ma belle-fille. Un travail d'amateur, vous savez, mais ça dépanne. Le silence qui a suivi a été assourdissant. J'ai senti le sang quitter mon visage. 25 ans de mariage, 10 ans à construire leur infrastructure numérique bénévolement, tout ça pour être qualifié d'amateur devant un partenaire commercial. J'ai cherché le regard d'Antoine, espérant un soutien, un démenti, n'importe quoi. Il a simplement haussé les épaules et a détourné les yeux. La douleur était physique, une pointe de glace dans ma poitrine. C'était la première humiliation de la soirée, mais ce n'était rien comparé à ce qui allait suivre. Le dîner a continué, lourd et pesant. Je me suis réfugiée dans le silence, essayant de me faire la plus petite possible. C'est en voulant passer la salière à Monsieur Schmitt que le drame est arrivé. Mon coude a heurté la carafe de vin rouge posée un peu trop près du bord de la table. Le liquide pourpre a giclé, éclaboussant le pantalon en cachemire blanc de Bernard. L'explosion a été instantanée. Il s'est levé d'un bond, le visage déformé par la fureur. « Non mais regardez-moi ça ! Espèce de souillon maladroite !» a-t-il hurlé. Et puis, le son a claqué dans le silence de la salle à manger. Sa main ouverte a frappé ma joue avec une violence inouïe. Le choc. La douleur brûlante. Le monde a basculé. Tous les regards étaient fixés sur moi, mélange de pitié, de mépris et de satisfaction. Je suis restée figée, la main sur ma joue qui me lançait. Les larmes me montaient aux yeux, mais je refusais de leur donner cette satisfaction. C'est alors que Bernard a prononcé la phrase qui a allumé la mèche de la poudrière, « Comment oses-tu me toucher, espèce de souillon ? Nettoie mon pantalon et sors d'ici. » J'ai tourné la tête vers Antoine, mon mari,
mon protecteur supposé. Il allait forcément dire quelque chose, intervenir, mettre fin à cette mascarade. Mais son regard était glacial. Ce qu'il a dit ensuite a brisé la dernière parcelle de mon cœur et a scellé leur destin. Le temps semblait s'être suspendu. Chaque seconde s'étirait, lourde du poids des regards accusateurs. Ma joue me brûlait, mais c'était mon cœur qui était en feu. Je cherchais un signe de salut dans les yeux de mon mari, Antoine. 25 ans de vie commune, un fils, des joies et des peines partagées, tout cela devait bien compter pour quelque chose. Il ne pouvait pas me laisser seul face à cette humiliation. Il ne pouvait pas. Mais le visage d'Antoine était un masque de pierre. Aucune compassion. Aucune colère pour défendre sa femme. Juste une froideur calculatrice. Il a pris une lente gorgée de son vin, a reposé son verre avec une précision théâtrale, et a prononcé les mots qui allaient faire s'effondrer mon monde. Mon père a raison. Sa voix était plate, sans émotion. Tu as gâché la soirée. Présente-lui tes excuses ou dégage. Dégage. Le mot a résonné dans ma tête comme un coup de fusil. Ce n'était pas « pars », ce n'était pas « va-t'en ». C'était « dégage ». Un mot qu'on utilise pour chasser un animal, un indésirable. En une seule phrase, il venait de me rayer de sa vie, de notre vie. Il avait choisi son camp. Il avait choisi son père, son argent, son héritage. Il m'avait jeté au lion pour préserver sa place dans la meute. J'ai jeté un regard circulaire autour de la table. Hélène, ma belle-mère, arborait un petit sourire triomphant. Elle avait toujours vu en moi une usurpatrice, et ma disgrâce publique était son plus beau trophée. Monsieur Schmitt, le distributeur suisse, semblait profondément mal à l'aise, fixant son assiette comme si elle contenait les secrets de l'univers. Et puis, il y avait Léo. Mon fils. Notre fils. 24 ans. Il était là, assis en face de moi. Il a levé les yeux une fraction de seconde, et j'y ai vu un mélange de honte et de peur. Puis il a baissé la tête, incapable de soutenir mon regard. Son silence était une autre forme de trahison, une blessure encore plus profonde, car elle venait de ma propre chair. Une clarté étrange m'a envahi. La douleur a laissé place à une froide résolution. Il m'avait tout pris, ma dignité, l'amour de mon mari, le respect de mon fils. Il pensait m'avoir brisé. Il se trompait. Il venait de me libérer. Je me suis levée lentement. Mon geste était calme, mesuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai ajusté le col de ma robe, j'ai pris mon sac à main posé sur la chaise voisine. J'ai regardé Bernard droit dans les yeux, puis Antoine. Mon regard ne contenait ni haine, ni tristesse. Juste un vide infini. Un vide qui aurait dû les terrifier. Très bien, ai-je dit d'une voix qui ne tremblait même pas, puisque je dois dégager, je dégage. Je leur ai tourné le dos. En marchant vers la grande porte d'entrée, je pouvais sentir leur regard dans mon dos. Ils s'attendaient sans doute à ce que je claque la porte, que je m'enfuis en sanglotant. Mais en passant devant un grand miroir baroque dans le hall, j'ai croisé mon propre reflet. Et malgré la marque rouge sur ma joue, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années, une étincelle de défi. Une promesse silencieuse. Alors, j'ai souri. Un sourire léger, presque imperceptible, mais chargé de tout ce qui allait arriver. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Ils ne savaient pas que la femme soumise et silencieuse qu'ils venaient de chasser était aussi celle qui détenait toutes les clés de leur royaume. Ils ne se doutaient pas que le bricolage amateur, qu'ils méprisaient tant allait devenir l'instrument de leur chute. En quittant cette maison, ils pensaient avoir gagné. Ils ignoraient que la vraie partie venait à peine de commencer, et que j'en avais écrit toutes les règles. L'air frais de la nuit m'a saisi lorsque j'ai franchi le seuil. Le froid mordant sur ma joue endolorie a eu l'effet d'un électrochoc. La douleur physique était un rappel constant de la blessure émotionnelle, mais au lieu de m'affaiblir, elle alimentait ma détermination. Je n'ai pas couru vers ma voiture. J'ai marché. Chaque pas sur le gravier de l'allée était délibéré, rythmé par les battements de mon cœur qui retrouvaient un tempo régulier et puissant. Fini les palpitations de l'angoisse. Place au rythme martial de la vengeance. Le trajet du domaine jusqu'à notre maison à Lyon m'a semblé durer une éternité et une seconde à la fois.
Les larmes que j'avais refusé de verser devant eux ont commencé à couler, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de rage, de deuil. Le deuil de 25 ans de ma vie, offert à un homme qui m'avait jeté comme une malpropre. Le deuil d'une famille que j'avais essayé d'aimer et qui ne m'avait jamais accepté. En arrivant devant le portail de la maison, j'ai essuyé mes joues d'un revers de main. La phase de deuil était terminée. La phase d'action commençait. Cette maison. C'était mon refuge. Je l'avais achetée avec l'héritage de mes parents, 1 an avant mon mariage. Antoine y avait emménagé. Légalement, elle était à moi, et à moi seule. C'était la première pierre de ma forteresse. Je suis entrée et j'ai verrouillé la porte derrière moi. Le silence de la maison était apaisant. J'ai allumé une seule lampe dans le salon, je me suis servi un verre d'eau, et je me suis assise devant mon ordinateur portable. Mon vrai poste de commandement. Opération Forteresse, c'est ainsi que j'avais nommé ce plan de contingence dans un dossier caché au plus profond de mon disque dur. Un plan que j'avais commencé à élaborer il y a plus d'1 an, après qu'Antoine ait oublié de me créditer pour une idée qui avait sauvé l'entreprise de la faillite. J'avais espéré ne jamais avoir à l'utiliser. Quelle naïve j'étais. La première étape était simple. J'ai ouvert l'application de domotique que j'avais moi-même conçue et installée. D'un simple clic sur « Désactiver tous les accès invités », les codes de porte d'Antoine, les empreintes digitales d'Hélène qu'elle utilisait pour entrer à l'improviste, la carte d'accès que Bernard gardait, au cas où, tout a été instantanément révoqué. Le système de sécurité a été reconfiguré avec un nouveau mot de passe principal connu de moi seul. Le pont-levis était relevé. Ensuite, les communications. J'ai bloqué leur numéro de mon téléphone personnel, mais j'ai activé une application qui enregistrerait tous leurs messages vocaux sur un serveur cloud. Des preuves. Toujours avoir des preuves. J'ai ensuite commencé à rassembler mes affaires personnelles les plus importantes. Pas mes vêtements, pas mes bijoux. Mes disques durs, mes documents, les actes de propriété de la maison, les relevés de mes comptes bancaires personnels que j'avais secrètement alimentés depuis des années. Tout était déjà prêt, dans un coffre-fort ignifugé. Vers 2 heures du matin, les phares de la Mercedes d'Antoine ont balayé le salon. Je les ai observés depuis la caméra du portail. Ils sont sortis de la voiture, riant fort, visiblement ivres de vin et d'arrogance. Antoine a tenté d'ouvrir la porte. Échec. Il a réessayé. Échec à nouveau. Son rire s'est transformé en grognement de frustration. Hélène a essayé son empreinte. Refusé. Bernard a commencé à frapper à la porte. Isabelle. Ouvre immédiatement cette porte. Je suis restée silencieuse. J'ai attendu. La panique a commencé à s'installer dans leur voix. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Isabelle, arrête tes gamineries, a crié Antoine. C'est là que j'ai activé le haut-parleur externe. Ma voix, calme et claire, a retenti dans la nuit silencieuse. Antoine, tu m'as dit de dégager. C'est ce que j'ai fait. Je suis sortie de votre vie. Maintenant, je vous demande de dégager de ma propriété. Un silence stupéfait. Puis la fureur de Bernard. Ta propriété? Ne me fais pas rire. Sans notre nom, tu ne serais rien. Étrange, ai-je répondu, ma voix toujours aussi posée. L'acte notarié que j'ai sous les yeux dit pourtant le contraire. Il est uniquement à mon nom, Isabelle Dubois. Mon nom de jeune fille. Je vous suggère de trouver un hôtel. Il commence à faire froid. Bonne nuit, les Delacroix. Je les regardais paniquer depuis mon ordinateur, mais ce n'était rien comparé au chaos qui allait s'abattre sur leur précieux empire dès le lever du soleil. Le spectacle de leur confusion derrière le portail était presque comique. Ces gens, si habitués à ce que le monde se plie à leurs désirs, étaient complètement désemparés face à une porte verrouillée. Ils ont crié, menacé, appelé la police. Quand les gendarmes sont arrivés, je leur ai simplement parlé par l'interphone, leur expliquant la situation et leur proposant de leur montrer l'acte de propriété à travers la vitre. Face à l'évidence, ils n'ont rien pu faire d'autre que de conseiller à la famille Delacroix de quitter les lieux. Leur humiliation était désormais publique, même à petite échelle. Vous vous demandez sûrement comment j'avais pu préparer tout ça avec une telle précision.
La vengeance n'est pas une impulsion, c'est une architecture. Et j'en étais l'architecte. Cette forteresse numérique et légale, je ne l'ai pas construite en une nuit. Je l'ai bâtie brique par brique, pendant des années de mépris silencieux. Tout a commencé il y a environ 3 ans. L'entreprise Delacroix traversait une crise. Un de leurs principaux concurrents venait de lancer une stratégie de vente en ligne très agressive, et leurs ventes s'effondraient. Bernard et Antoine étaient en panique. Lors d'un dîner dominical, j'ai timidement suggéré une solution, un système complet de gestion de la relation client couplé à une plateforme de marketing direct, permettant de créer des offres personnalisées pour leurs clients fidèles. J'avais passé des semaines à modéliser le projet sur mon temps libre. Antoine m'a à peine écouté. Mais une semaine plus tard, lors d'une réunion du conseil d'administration, il a présenté mon idée comme étant la sienne. Chaque mot, chaque concept, c'étaient les miens. Bernard l'a couvert d'éloges, le qualifiant de « visionnaire ». Quand j'ai confronté Antoine le soir même, il a ri. « Oh, allez, Isabelle, ne sois pas naïve. Tu crois vraiment qu'ils auraient écouté la technicienne ? J'ai dû donner du poids à ton idée. C'est pour le bien de la famille. » C'est ce soir-là que quelque chose s'est brisé en moi. J'ai compris que pour eux, je n'étais qu'un outil, une ressource à exploiter. Pas une partenaire, pas un membre de la famille. Un outil. Alors, j'ai décidé de devenir un outil très, très dangereux. J'ai accepté de mettre en place son projet. J'ai passé les 2 années suivantes à construire l'intégralité de leur nouvelle infrastructure numérique. Le site web, le système de paiement, la base de données clients, la logistique, la sécurité, tout passait par moi. C'était mon chef-d'œuvre. Mais pour chaque porte officielle que je construisais pour eux, je créais une porte dérobée pour moi. Un backdoor secret, invisible pour tout autre informaticien, qui me donnait un contrôle total et permanent sur l'ensemble du système. En parallèle, j'ai commencé à mettre de l'ordre dans ma vie. J'ai ouvert un compte bancaire professionnel au nom de mon entreprise de conseil, Cyberphénix Sécurité. J'ai commencé à facturer des clients externes, construisant ma propre indépendance financière. Chaque euro gagné était une pierre de plus à ma forteresse. J'ai consulté un avocat spécialisé en divorce, Maître Dubois, pour comprendre mes droits. C'est lui qui m'a confirmé que la maison était insaisissable. C'est lui qui m'a conseillé de documenter chaque humiliation, chaque injustice. C'est à ce moment-là que j'ai su que je devais me préparer. Il m'avait volé mon travail, mon mérite, et petit à petit, mon estime de moi. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place ? Auriez-vous supporté plus longtemps ? Ou auriez-vous commencé à aiguiser vos propres armes en silence ? Dites-le moi dans les commentaires, votre avis m'intéresse sincèrement. Pendant toutes ces années, il me voyait comme la femme silencieuse, un peu ennuyeuse, qui passait ses soirées sur son ordinateur. La gentille Isabelle. Ils n'ont jamais vu l'architecte qui dessinait les plans de leur futur donjon. Ils n'ont jamais compris que celui qui construit un empire est aussi celui qui connaît toutes ses failles. La gifle de Bernard n'a pas été le début de ma vengeance. Ce n'a été que le signal. Le signal que l'heure de la démolition avait sonné. Et j'avais la main sur le détonateur. Ils m'avaient sous-estimé, me voyant comme une simple femme au foyer. Ils allaient apprendre que l'architecte qui construit un empire est aussi celle qui sait où se trouvent les fondations les plus fragiles. La nuit a été courte. Pendant qu'ils cherchaient un refuge dans un hôtel de luxe de Lyon payé sans doute avec la carte de l'entreprise, je préparais la 2e vague de l'offensive. La première attaque visait leur confort. La 2e visait leur Dieu, l'argent. À 6 heures du matin, juste avant l'ouverture des banques, j'ai exécuté l'ordre de virement que j'avais préparé. La moitié des fonds du compte joint, la part qui correspondait à mes apports et à l'héritage que j'y avais déposé, a été instantanément transférée sur mon compte personnel sécurisé. Puis j'ai appelé la ligne d'urgence de la banque pour signaler une « activité suspecte » sur les cartes de crédit liées au compte, demandant un gel immédiat de tous les moyens de paiement. L'effet n'a pas tardé. Vers 9 heures, mon ancien téléphone, que j'avais laissé allumé et connecté au Wi-Fi pour enregistrer les preuves, a commencé à vibrer frénétiquement. Antoine. Message vocal. Sa voix était encore ensommeillée, mais déjà agacée. Isabelle, c'est quoi ce bordel ?
Le room service vient de me dire que la carte est refusée. Règle ça tout de suite. 1 heure plus tard, un autre message. La panique commençait à poindre. Isabelle, je suis à la banque. Ils disent que le compte est gelé. Qu'est-ce que tu as fait? Appelle-moi. Immédiatement. Le 3e message, enregistré vers midi, était une symphonie de fureur et de désespoir. Il hurlait, m'insultait, me menaçait. J'ai sauvegardé précieusement cet enregistrement. C'était la bande-son de leur arrogance qui se fissurait. Pendant qu'ils s'agitaient, je préparais le véritable coup de maître. Aujourd'hui n'était pas un jour anodin. C'était le premier jour du « Festival des vins du Beaujolais », l'événement commercial le plus important de l'année pour eux. Des milliers de visiteurs, des acheteurs du monde entier, des commandes qui se chiffraient en centaines de milliers d'euros. Et leur magnifique site web, mon « travail d'amateur », était la principale porte d'entrée pour les ventes flash exclusives du festival. À 14 heures précises, au pic des ventes, j'ai activé ma fameuse porte dérobée. L'opération « Cheval de Troie » était lancée. En moins d'1 seconde, j'ai mis en place une redirection invisible. Chaque client qui cliquait sur « Payer » sur le site delacroix.fr était redirigé, sans s'en rendre compte, vers le module de paiement d'une fondation que j'avais soigneusement sélectionnée, Femmes Debout, une association venant en aide aux femmes victimes de violences conjugales et psychologiques. L'argent des commandes n'arrivait pas sur le compte des Delacroix. Il était transformé en dons anonymes. Pendant 3 heures, les 3 heures les plus rentables de leur année, leur empire a financé à son insu la cause même qu'il incarnait. C'était d'une ironie parfaite. Je les imaginais, sur leur stand au festival, se félicitant du nombre record de commandes en ligne, sans voir que leur coffre-fort était en train de se vider au profit de leurs victimes. La bombe a explosé vers 17 heures, quand leur comptable a appelé, affolé, ne voyant aucun des fonds attendus apparaître sur les comptes. Le temps qu'ils comprennent, qu'ils tentent de contacter leur hébergeur web, dont j'avais bien sûr changé tous les codes d'accès, il était trop tard. Le mal était fait. Pour couronner le tout, j'ai rédigé un email. Un email court, simple, et anonyme, que j'ai envoyé depuis un café internet en utilisant un réseau sécurisé. Destinataire, le service de contrôle de l'administration fiscale. Sujet, quelques questions sur la comptabilité du domaine Delacroix. Dans le corps du mail, une seule phrase, avez-vous déjà regardé de près leurs notes de frais et leurs déclarations de TVA sur les ventes à l'export? C'était une petite graine. Mais je savais qu'elle tomberait sur une terre très, très fertile. L'argent était leur dieu, et je venais de faire s'effondrer leur temple. Mais leur réputation, leur bien le plus précieux, était ma prochaine cible. Le chaos financier n'était qu'un prélude. L'argent, ça se regagne. Une réputation, par contre, une fois brisée, est bien plus difficile à réparer. Surtout à une époque où tout est filmé, tout est partagé. Et les Delacroix, si soucieux de leur image, allaient la prendre à leurs dépens. Vous vous souvenez de ce dîner? De cette gifle? Ils pensaient que cet acte de violence resterait confiné entre les murs de leur manoir, un secret de famille honteux. Ils avaient oublié un détail. Un détail crucial. J'avais invité ce soir-là, à titre personnel, un vieil ami. Pas n'importe qui. Marc Dubois, un cousin éloigné, mais surtout un blogueur très influent dans le monde du vin. Un homme que Bernard avait publiquement humilié quelques années plus tôt lors d'une dégustation, qualifiant son jugement de « palais de paysan ». Marc n'avait jamais oublié. Quand j'ai vu son nom sur la liste des invités d'Antoine, j'ai su que le destin avait un sens de l'humour particulièrement noir. Marc était assis à l'autre bout de la table. Discret. Observateur. Et quand Bernard a levé la main sur moi, le réflexe de Marc a été immédiat. Son téléphone était posé sur la table, et il a filmé. Toute la scène. La gifle, le son qui claque, les insultes, la réponse glaciale de mon mari. Une vidéo de 30 secondes, d'une clarté parfaite. Le lendemain de la débâcle financière, alors que la famille Delacroix était encore sous le choc, j'ai appelé Marc. Je n'ai pas eu besoin de le supplier. Il avait déjà sa propre idée en tête. Cette brute arrogante mérite une leçon, Isabelle. Et je vais lui donner. Il n'a pas simplement posté la vidéo sur les réseaux sociaux. C'eût été trop simple.
Il a fait ce qu'il savait faire de mieux, il a écrit. Il a publié sur son blog, suivi par des dizaines de milliers de professionnels et d'amateurs de vin, un article dévastateur. Le titre, Le vrai visage du vignoble de la Croix, arrogance, violence et vin bouchonné. L'article était un chef-d'œuvre de démolition. Il commençait par la description clinique de la scène, la violence de la gifle contrastant avec le luxe du décor. Puis, il liait cet acte à une culture d'entreprise toxique, à l'arrogance de Bernard, à son mépris pour ses employés et ses partenaires. Il a même osé remettre en question la qualité récente de leur vin, suggérant que l'âme du vigneron se goûtait dans son produit. La vidéo était intégrée à la fin de l'article, comme la preuve irréfutable de ses dires. L'effet a été cataclysmique. En quelques heures, l'article a été partagé des milliers de fois. Le hashtag Balance ton vigneron a commencé à apparaître sur Twitter. Les grands journaux régionaux s'en sont emparés, puis la presse nationale. Le nom de la Croix n'était plus associé au prestige, mais à la violence domestique et au mépris. Les conséquences ont été immédiates et brutales. Leurs plus gros clients, des chaînes de restaurants de luxe et des importateurs étrangers soucieux de leur image, ont commencé à suspendre leurs commandes. Bernard, qui siégeait fièrement au conseil de plusieurs œuvres de charité, a reçu des appels lui demandant poliment de démissionner pour ne pas nuire à la réputation de leurs organisations. Hélène, la reine des salons mondains de Lyon, a vu ses invitations annulées les unes après les autres. Je suivais tout cela depuis mon appartement, qui était devenu mon quartier général. Chaque article partagé, chaque commentaire de soutien envers la femme giflée, chaque contrat annulé était une petite victoire. Ce n'était pas de la joie que je ressentais. C'était un sentiment de justice immanente. Comme si l'univers lui-même était en train de rééquilibrer la balance. Leur nom était sali. Leur portefeuille était vide. Leur monde s'écroulait. Mais il me restait un dernier coup de grâce à leur portée, le plus personnel, le plus symbolique de tous. La hache légale était sur le point de tomber. La tempête médiatique et financière faisait rage, mais c'était une guerre menée à distance. Pour le coup final, je voulais qu'il soit personnel. Je voulais qu'ils tiennent entre leurs mains la preuve de leur défaite, la matérialisation de tout ce qu'ils avaient perdu. Une semaine après la fameuse soirée, un huissier de justice s'est présenté à la grille de l'hôtel de luxe où Antoine et ses parents s'étaient réfugiés. L'homme, impassible dans son costume sombre, a demandé à parler à monsieur Antoine Delacroix en personne. Je peux imaginer la scène, Antoine, sans doute irrité d'être dérangé, descendant à la réception avec l'arrogance qui lui restait. L'huissier lui a tendu une grande enveloppe Kraft. Ce n'était pas une lettre. C'était un arsenal. La première chose qu'il a sortie de l'enveloppe était l'assignation en divorce. Rédigée par Maître Dubois, elle était précise et implacable. Divorce pour faute exclusive, citant en détail l'humiliation publique, la violence verbale et psychologique, et le manque de soutien constituant une violation grave des devoirs du mariage. Le document demandait non seulement la dissolution du mariage, mais aussi des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi. Le deuxième document était une copie de notre contrat de mariage. Celui qu'il avait insisté pour que nous signions, un contrat de séparation de biens strict. Il pensait à l'époque protéger la fortune des Delacroix de la petite arriviste. Il n'avait jamais imaginé que ce contrat serait l'arme qui protégerait mes biens de sa propre famille. Ce contrat stipulait noir sur blanc que la maison de Lyon m'appartenait en propre. Ce qui nous amène au troisième document, une mise en demeure de quitter les lieux sous 24 heures, avec interdiction formelle d'y pénétrer. C'était la version légale du « dégage » qu'il m'avait jeté à la figure. Mais le coup le plus savoureux, le plus symbolique, était le quatrième document. Il y a quelques années, pour nos 10 ans de mariage, j'avais utilisé une partie de l'héritage de ma mère pour acheter à Antoine le rêve de sa vie, une Porsche 911 classique de 1978, parfaitement restaurée. C'était mon cadeau, un geste d'amour. J'avais découvert, en préparant mon plan, qu'il y a 6 mois, il avait discrètement fait changer la carte grise pour la mettre au nom de son père. Une manœuvre classique pour soustraire un bien de valeur de la communauté en cas de divorce. Une fraude. Maître Dubois, mon excellent avocat, avait retrouvé la trace de la transaction.
Le document dans l'enveloppe était une ordonnance du tribunal exigeant la restitution immédiate du véhicule, sous peine de poursuite pénale pour recel et organisation d'insolvabilité. L'huissier était accompagné d'une dépanneuse, avec pour instruction de saisir la voiture sur le parking de l'hôtel si nécessaire. Son jouet, le symbole de sa virilité, lui était arraché. Enfin, tout au fond de l'enveloppe, il y avait une note manuscrite. De ma main. Sur un simple papier blanc, j'avais écrit quelques mots. Cher Antoine, tu as ri de la femme silencieuse que j'étais. Tu as méprisé mon travail. Tu as toléré la violence de ton père. Tu as choisi ton camp. Maintenant, regarde la femme que je suis devenue. Seule, mais libre. Ne cherche plus jamais à me contacter. J'imaginais son visage en lisant ces documents. Le teint blême. Les mains tremblantes. La réalisation soudaine et brutale que son monde, construit sur le pouvoir et l'argent de sa famille, venait de s'évaporer. Le lendemain, ivre de rage et d'incompréhension, il s'est présenté au bureau de mon avocat. Et la confrontation que j'attendais, celle où les masques tomberaient enfin, a finalement eu lieu. Je n'étais pas physiquement présente dans le bureau de Maître Dubois lorsqu'Antoine a fait irruption, mais c'était tout comme. Mon avocat avait eu la présence d'esprit d'activer l'enregistrement audio de la conversation, à des fins de documentation, bien sûr. J'ai pu tout écouter plus tard, chaque mot, chaque silence, chaque soupir de défaite. La voix d'Antoine, dans l'enregistrement, était méconnaissable. Fini le ton condescendant et l'arrogance glaciale. Elle était rauque, chargée d'une incrédulité presque enfantine. Il avait déboulé sans rendez-vous, bousculant la secrétaire. Où est-elle? Je veux parler à Isabelle. Maître Dubois, un homme d'une cinquantaine d'années au calme olympien, l'a reçu dans son bureau avec une courtoisie glaciale. Monsieur Delacroix, je vous prierai de modérer votre ton. Madame Dubois ne souhaite pas vous voir. Je suis son unique interlocuteur. Asseyez-vous. On entend le bruit d'une chaise raclant le parquet. Antoine ne s'est pas assis. Je ne m'assois pas. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Le divorce, la maison, la voiture. C'est ma voiture. C'était ma maison. Elle n'a aucun droit. La réponse de mon avocat fut un modèle de précision juridique. Monsieur, les faits sont têtus. L'acte de propriété de la maison est au nom unique de Madame Isabelle Dubois, bien propre acquis avant le mariage. Quant au véhicule, il s'agit d'un cadeau fait durant le mariage. Votre tentative de le soustraire à la communauté en le mettant au nom de votre père constitue une fraude, comme le juge l'a reconnu. La voiture a été légalement restituée à sa propriétaire légitime. Tout cela est parfaitement légal. Un silence. On entend Antoine faire les 100 pas. Puis, sa voix a changé. La colère a laissé place à une sorte de plainte. Mais, pourquoi? Pourquoi fait-elle tout ça? C'était juste une dispute de famille. Une gifle? Mon père est sanguin, c'est tout. Elle aurait dû s'excuser et tout serait rentré dans l'ordre. C'est là que Maître Dubois a porté l'estocade. Sa voix est devenue plus grave, plus solennelle. Monsieur Delacroix, vous ne comprenez toujours pas. Pour vous, c'était juste une dispute. Pour votre femme, c'était l'humiliation de trop après des décennies de mépris. Ce n'était pas juste une gifle. C'était un acte de violence intolérable, validé par le silence et la complicité de son propre mari. Vous lui avez demandé de choisir entre sa dignité et vous. Elle a choisi sa dignité. Mais, elle avait tout ce qu'elle voulait, a presque pleuré Antoine. Le nom, l'argent, le statut. Elle n'a jamais voulu de votre nom, de votre argent ou de votre statut, a rétorqué l'avocat. Elle voulait du respect. Un respect que vous ne lui avez jamais accordé. Vous l'avez traitée comme une employée, une technicienne pratique, mais jamais comme une égale. Vous avez profité de ses compétences pour bâtir votre empire, sans jamais lui en donner le crédit. Un long silence s'est installé. Puis, la phrase qui a révélé toute l'étendue de sa déconnexion. Une phrase murmurée, pleine d'une sincère incompréhension. Mais, je ne pensais pas qu'elle partirait. Jamais. Elle était toujours là. Si, silencieuse. Toujours en train de réparer nos problèmes. La réponse finale de Maître Dubois a claqué comme un coup de fouet.
Exactement, monsieur. Elle a passé sa vie à réparer vos problèmes. Et aujourd'hui, elle a enfin réparé le sien. En écoutant cet enregistrement, en entendant cet homme brisé qui ne comprenait même pas l'étendue du mal qu'il avait fait, je n'ai ressenti ni joie, ni triomphe. Juste un vide immense. La page était définitivement tournée. J'étais libre. Mais une dernière question, la plus douloureuse, demeurait: qu'allait devenir mon fils, Léo, pris au piège au milieu de ce champ de ruines? Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon de procédures juridiques et de logistique. J'ai changé les serrures, fait l'inventaire des affaires d'Antoine et les ai fait envoyer dans un garde-meuble à son nom. La maison, autrefois remplie de la présence étouffante des Delacroix, respirait à nouveau. C'était mon espace, mon sanctuaire. J'ai commencé à y travailler, à développer mon entreprise, Cyberphénix Sécurité. Je me sentais renaître. Pourtant, une ombre persistait. Le silence de Léo. Depuis la terrible soirée, je n'avais eu aucune nouvelle. Ni un appel, ni un message. Chaque sonnerie de téléphone me faisait sursauter, espérant que ce soit lui. Était-il fâché contre moi? Avait-il choisi le camp de son père et de ses grands-parents? La pensée était insupportable. J'avais gagné ma liberté, mais j'avais peut-être perdu mon fils. Et puis, un soir, environ un mois après la confrontation chez l'avocat, j'ai reçu un email. L'expéditeur, leo.delacroix@email.com. Mon cœur s'est emballé. J'ai hésité avant d'ouvrir, craignant ce que j'allais y lire. Des reproches? Des accusations? Ce n'était rien de tout ça. C'était une lettre. Une longue, douloureuse et magnifique lettre. Maman, commençait-il. Je ne sais même pas par où commencer, ni si tu liras ce message. Le mot « pardon » me semble si faible, si ridicule par rapport à ma lâcheté. Ce soir-là, au dîner, je t'ai vu te faire humilier, te faire frapper. Et je n'ai rien fait. Je suis resté assis là, paralysé. Pas seulement par la peur de grand-père, mais par la honte. La honte de faire partie de cette famille, de ce système où l'argent et le pouvoir excusent tout. Il continuait en décrivant l'ambiance au domaine depuis mon départ. Le chaos. La colère de son grand-père, la panique de son père, les pleurs de sa grand-mère. Mais il expliquait que ce n'était pas la perte d'argent qui les affectait le plus, mais la perte de contrôle. Le fait que moi, la gentille Isabelle, j'ai osé me rebeller. J'ai grandi en te voyant travailler dans l'ombre, écrivait-il. Je t'ai vu créer des choses incroyables sur ton ordinateur, pendant que papa et grand-père se pavanaient en s'attribuant tout le mérite. Je savais que ce n'était pas juste, mais j'étais pris au piège. Élevé pour être le prochain héritier de la croix. Mais je ne veux plus de cet héritage. Je ne veux plus de cet argent sale, gagné sur le mépris et l'humiliation. La fin de son email m'a bouleversé. Je ne te demande pas de me pardonner. Pas maintenant. Je sais que je dois le mériter. Mais je te demande une chance. J'ai quitté le domaine hier. J'ai pris un petit studio en ville. Je n'ai rien, mais je me sens libre pour la première fois de ma vie. Maman, je ne veux pas de ton argent. Je veux de ton temps. Je veux apprendre. Apprendre à construire quelque chose de vrai, quelque chose de propre, comme tu l'as toujours fait. Accepterais-tu de me prendre comme stagiaire? Je ferai le café, les photocopies, tout ce que tu veux. Je veux juste être à tes côtés. Les larmes que j'avais retenues depuis des semaines ont coulé. Des larmes de soulagement, de fierté. J'avais perdu un mari, mais j'avais retrouvé mon fils. Un fils qui avait eu le courage de briser ses propres chaînes. Je lui ai répondu 2 mots, commence lundi. Voir Léo changer chaque jour m'a apporté une paix que la vengeance seule ne pouvait m'offrir. Il était humble, travailleur, avide d'apprendre. Il découvrait la valeur du travail et la fierté de construire quelque chose par soi-même. Lentement, prudemment, nous reconstruisions notre relation, non plus sur les ruines du passé des Delacroix, mais sur les fondations solides de notre propre avenir. 6 mois plus tard, nos vies étaient méconnaissables. Le phénix est une créature mythologique qui renaît de ses cendres, plus forte et plus belle qu'avant. C'est le nom que j'avais choisi pour mon entreprise, Cyberphénix Sécurité. Et en 6 mois, ce nom n'avait jamais été aussi approprié.
Mon histoire, malgré moi, avait fait du bruit. Pas seulement le scandale de la gifle, mais aussi l'histoire de la « femme de » qui avait orchestré une contre-attaque numérique si brillante. J'ai commencé à recevoir des appels. D'abord de petites entreprises locales, des artisans, des commerçants, qui se sentaient vulnérables face aux grandes corporations ou qui, comme moi, avaient été trahis par des partenaires. Ils ne venaient pas seulement chercher une expertise technique. Ils venaient chercher quelqu'un qui comprenait. Ma première cliente a été une boulangère de la Croix-Rousse, à Lyon. Une grande chaîne de supermarchés avait ouvert juste à côté et utilisait des pratiques de prix prédatrices pour la couler. Ensemble, nous avons monté une campagne de marketing digital ciblée, créé un système de « click and collect » ultra performant et mis en avant l'authenticité de ses produits. En 3 mois, son chiffre d'affaires avait augmenté de 30%. Elle avait embauché un apprenti. C'était ça, ma nouvelle vocation. Utiliser mes compétences non pas pour enrichir les riches, mais pour armer les courageux. L'entreprise a grandi vite. Très vite. J'ai dû embaucher. J'ai recruté des profils atypiques, des femmes en reconversion professionnelle, des jeunes issus de quartiers difficiles, des seniors que le marché du travail avait rejetés. Des gens comme moi. Des gens qui avaient quelque chose à prouver. Ensemble, nous formions une équipe redoutable. Et Léo, dans tout ça, il n'a pas fait le café longtemps. Sa connaissance du monde des affaires, même si c'était celui de sa famille, s'est avérée précieuse. Mais surtout, il avait une créativité et une empathie que je ne lui soupçonnais pas. Il était doué pour le marketing, pour raconter les histoires de nos clients. Il a pris en charge toute la communication de l'entreprise, tout en suivant des cours du soir en gestion. Je le voyais s'épanouir, devenir un homme, loin de l'ombre toxique de son père et de son grand-père. Un jour, il m'a dit, « Tu sais, maman, avant, j'étais l'héritier d'un vignoble. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être le bâtisseur de quelque chose qui a du sens. » Je n'avais jamais été aussi fier de lui. Un matin, mon attachée de presse est entrée dans mon bureau, un grand sourire aux lèvres. Elle tenait un magazine. Pas n'importe lequel. Forbes France. En couverture, il y avait mon visage. Pas de maquillage excessif, pas de pose artificielle. Juste moi, dans mon bureau, avec mon équipe en arrière-plan. Le titre, Isabelle Dubois, de l'ombre à la lumière, la revanche par l'innovation. Quant aux Delacroix, les nouvelles étaient rares, mais peu réjouissantes pour eux. Le domaine viticole, plombé par les dettes et la mauvaise réputation, avait été placé en redressement judiciaire. Bernard, après un léger AVC dû au stress, avait dû céder la direction à un administrateur. Hélène ne sortait plus de chez elle. Et Antoine, je l'ai croisé une fois. Par hasard. Il était chef de rayon dans un grand supermarché. Nos regards se sont croisés une seconde. J'y ai vu de la honte, du regret, et une profonde lassitude. Je n'ai ressenti ni haine, ni plaisir. Juste une infinie pitié. J'avais tourné la page. J'avais tout perdu, un mari, une famille, une vie confortable. Et pourtant, en regardant mon équipe travailler, en écoutant Léo au téléphone avec un client, je savais que je n'avais jamais été aussi riche. La vengeance est un plat qui se mange froid, dit-on. C'est vrai. Mais la reconstruction de soi, la renaissance, est un festin qui dure toute une vie. Aujourd'hui, quand je regarde par la fenêtre de mon bureau, je vois les toits de Lyon s'étendre sous le soleil. C'est la même ville, mais mon regard sur elle a changé. Avant, je me sentais petite, invisible. Aujourd'hui, je me sens à ma place. J'ai construit ma vie, non pas sur un nom de famille hérité, mais sur mes propres compétences, ma résilience et mes valeurs. Cyberphénix Sécurité est devenue une référence nationale. Nous avons reçu des prix, non pas pour notre rentabilité, mais pour notre impact social. Nous avons créé un programme de formation gratuit pour les femmes qui veulent se lancer dans la tech, pour leur donner les outils que j'ai dû apprendre seule. C'est ça, mon véritable héritage. Pas un domaine viticole, mais une communauté de gens qui se relèvent et se battent. Je reçois parfois des invitations à des événements mondains, les mêmes où j'étais autrefois tolérée comme « la femme de ». Je les refuse poliment. Certaines portes, une fois fermées, n'ont pas besoin d'être rouvertes. Mon monde n'est plus celui des apparences,
mais celui de l'action. Je n'ai jamais cherché à savoir ce qu'il advenait précisément d'Antoine ou de ses parents. Leur histoire ne m'appartient plus. La mienne, par contre, je la construis chaque jour, avec mon fils à mes côtés. Léo est maintenant mon associé, et il est le cœur de notre entreprise. Il a su transformer la honte de son passé en une force pour l'avenir. En fin de compte, l'humiliation que j'ai subie a été un cadeau empoisonné. Elle m'a détruite, pour me permettre de me reconstruire plus forte, plus authentique. Elle m'a appris que le respect ne se demande pas, il s'impose. Parfois, il faut accepter de tout perdre pour enfin tout gagner. La leçon la plus importante de ma vie est que la forteresse la plus imprenable n'est pas faite de murs ou de systèmes de sécurité. Elle est faite de dignité et d'estime de soi. Cette revanche était-elle justifiée? Aurais-je dû pardonner? Je me suis souvent posé la question. Je crois que la vraie victoire n'a pas été leur chute, mais ma propre élévation. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Quelle est votre définition de la justice? J'adorerais lire vos réflexions et vos propres expériences dans les commentaires ci-dessous. Chaque histoire est une leçon. Si ce récit vous a touché, s'il vous a donné de la force ou vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à le montrer en cliquant sur le pouce bleu, cela aide énormément la chaîne. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a peut-être besoin d'entendre qu'il est possible de renaître de ses cendres. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Car ici, nous croyons que chaque cicatrice raconte une histoire de survie, que chaque trahison peut devenir une source de force, et que la fin d'un chapitre n'est que le début d'un livre bien plus passionnant. Merci de m'avoir écouté. Restez fort, restez vigilant, et souvenez-vous que vous êtes l'architecte de votre propre vie. À très bientôt.